Le grand 3 de ce chapitre porte sur l'absolutisme à son apogée sous le règne de Louis XIV entre 1661 et 1715. Alors, la période de régence se termine en 1661 par la mort du cardinal Mazarin, qui était régent, et la décision de Louis XIV de gouverner désormais seul. À partir de ce moment-là, le mode de gouvernement évolue vers un pouvoir plus centralisé, plus fort, marqué par l'affirmation de l'absolutisme. Pour plus de détails sur le contexte, sur aussi ces thèmes importants qui sont la centralisation du pouvoir et la culture de l'obéissance, vous lirez la leçon A, page 154. Alors d'abord, en grand A, la culture de cour et le PPO sur Versailles et le contrôle de la noblesse. Donc vous pouvez ouvrir votre manuel, page 168-169, et tout en gardant un œil sur Internet, puisque je vous ai mis des liens pour aller voir donc une petite vidéo sur Versailles, le château de Versailles, jusqu'à 2 minutes à peu près, et ensuite aller voir sur le site du château de Versailles lui-même, en cliquant sur les liens, et lire quelques pages. Donc là, c'est plutôt des textes pour découvrir donc les grandes dates, une journée à la cour, comment se passe une journée par exemple, et lire aussi un paragraphe sur les courtisans, qu'est-ce qu'être courtisan à Versailles. C'est très instructif et c'est pas mal de lire avant d'avoir fait les questions. Alors pour le dossier, donc Louis XIV est marqué par le souvenir de la Fronde parisienne, celle dont on a parlé en fin de Grand 2, et donc il décide de s'éloigner de Paris et de faire de Versailles sa résidence. Il y fait réaliser des aménagements aussi somptueux que coûteux, mobilisant pour cela les plus grands artistes de son temps. Et à partir de 1682, Versailles devient la résidence habituelle de la cour et un lieu de divertissement régi par une étiquette très rigoureuse. Alors ce que c'est que l'étiquette, vous l'avez dans le vocabulaire, page 168, c'est l'ensemble des règles qu'il faut impérativement suivre à la cour qui rythment la vie quotidienne des courtisans autour de la personne du roi. Ça a un rapport avec tous les détails qui ne sont pas des détails à l'époque justement, d'horaire, de lieu, d'ordre de passage, de costume, enfin ça passe absolument par tous les aspects. Et c'est très important à ce moment-là, ça peut paraître un peu dérisoire aujourd'hui, mais c'est très important parce qu'à l'aune de l'étiquette, on mesure aussi le pouvoir que l'on a, l'influence que l'on a, et ça a évidemment son importance à la cour. Alors, je vous demandais donc de répondre aux questions, tout simplement, et puis après de faire la synthèse. Alors, quelle image le château de Versailles donne-t-il du pouvoir du roi? C'est simple, en voyant le document 1, le château, il donne tout de suite l'impression d'une grande force, imposante, droite, stricte et en même temps magnifique. Et ça reflète très bien l'image que le roi veut donner de la monarchie, en toute simplicité. Document 2, ensuite question 2. Il s'agit d'un texte de Madame de Sévigné, qu'on connaît bien par ailleurs, puisqu'elle est une source très importante et très abondante de l'époque. C'était une aristocrate qui vivait à la cour et qui a entretenu une très abondante correspondance avec sa fille. Et donc, dans ses lettres, elle décrivait tout ce qui se passait. Alors, c'est sa fille, ou là en l'occurrence, c'est pas sa fille, hein, c'est pas à sa fille qu'elle écrit, mais peu importe, en fait, dans toutes ses lettres, elle décrit tout ce qu'elle voit, tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe à la cour. Donc, on a beaucoup, beaucoup de détails sur tout ce qui se passait à ce moment-là. Et là, la question, donc, c'est identifier la raison principale pour laquelle la marquise de Sévigné a une bonne opinion de la cour de Versailles. Alors, ce qu'elle dit, je cite, « Ce qui plaît souverainement, c'est de vivre 4 heures entières avec le souverain. » En fait, la proximité du roi est la raison principale du contentement des courtisans. Ils sont près de Louis XIV, ils sont proches, et à ce moment-là, c'est très important. On voit donc l'enjeu de la culture de cour ici qui rapproche la noblesse pour la contrôler, tout en lui donnant l'impression de lui accorder un immense privilège. Les nobles ont l'impression d'être privilégiés, d'être ainsi proches et d'être admis à la cour. Et en fait, ils sont à la fois c'est un privilège parce qu'ils y vivent très bien, mais à la fois c'est aussi une manière pour le roi de les contrôler, de les surveiller,
et selon une expression que des historiens ont parfois utilisée, de les domestiquer en quelque sorte. Question suivante, document 4, que reproche Saint-Simon à la cour? Alors Saint-Simon, c'est aussi un contemporain de Louis XIV qui a vécu à la cour, c'est aussi un courtisan. Donc il a rédigé ses mémoires à ce moment-là, et puis elles sont parues plus tard. Et donc on voit derrière son récit de la cour, quand même des critiques. En tout cas, on a bien le sentiment qu'il n'est pas totalement dupe de ce qui se passe. Voilà, c'est assez clair quand il dit, par exemple, des moyens que le roi saisit pour distinguer et pour mortifier. Pardon. Donc, il montre que le roi a fait de l'assiduité à la cour un moyen de rendre la noblesse entièrement dépendante de son jugement. Un courtisan peut être très vite mis en cause parce qu'il ne vient pas assez souvent à la cour, par exemple. Donc ils sont obligés d'être à la cour. Et quand ils sont à la cour, ils sont soumis au jugement suprême du roi. Donc un simple compliment peut devenir la source d'une très grande influence. Mais l'inverse est vrai aussi, un reproche de la part du roi peut être aussi le signe d'une déchéance très rapide et fort destructrice pour la personne en question. Donc c'est vraiment un instrument de contrôle qui permet à Louis XIV d'affirmer l'autorité suprême du roi et de renforcer ce caractère absolu de la monarchie. Il y a autre chose qui lui permet d'affirmer l'autorité royale, c'est la guerre. Donc c'est le grand B, la guerre comme outil d'affirmation de l'autorité royale. Il faut revenir un petit peu en arrière dans le manuel, page 160-161. Alors, le XVIIe siècle français est placé sous le signe de la guerre. On a vu que c'était le cas aussi un peu avant, mais bon là particulièrement, notamment à partir des années 1630 et sous le règne de Louis XIV, omniprésente, lourde de conséquences pour les populations. Elle participe largement à la construction de l'État et à l'affirmation de l'absolutisme. Donc la question ici, c'est comment la guerre renforce-t-elle l'État et le pouvoir du roi au XVIIe siècle? Alors, première question qui porte sur le document 2. À quoi sert la guerre dans le nord de la France? Tout simplement. Alors, il s'agit bien sûr de gagner des territoires. Vous voyez sur la légende, les gains territoriaux sont importants. Donc, d'agrandir le royaume, d'établir une frontière aussi surveillée de la France. Et c'est dans cette perspective que l'ingénieur et architecte Vauban, dont vous avez la biographie à un autre endroit, alors je ne l'ai pas mise là, mais sans doute, oui, si, page 161, voilà, juste à côté, il réalise Vauban une série de fortifications tout au long des frontières du royaume. Donc c'est gagner des territoires, mais aussi donc surveiller les frontières. Question 2, documents 1 et 3, quelles sont les conséquences de la guerre pour les sujets du roi? Alors si on regarde bien les documents, et puis même c'est du bon sens, la guerre coûte très cher. Les dépenses royales qui sont liées à la guerre ont doublé entre 1635 et 1710. Les sujets du roi voient donc les impôts augmenter fortement. On l'avait déjà vu avec François Ier et puis après avec les autres. C'est toujours mécanique. Plus on dépense, plus le roi dépense, plus les impôts augmentent. Or les impôts, c'est qu'il n'y a que le tiers-état qui les paye. Enfin le tiers-état, on l'appellera comme ça plus tard, mais c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie ni de la noblesse ni du clergé, qui eux ont des privilèges, c'est-à-dire sont exemptés d'impôts. Donc, les impôts augmentent, et puis d'autre part, le peuple est soumis traditionnellement à certaines obligations, comme le fait de loger et nourrir les soldats qui sont en campagne, ou au tirage au sort de paysans constituant la milice. Donc ça, on le voit dans le document 3. Certains se révoltent contre ces obligations, comme en témoignent les actes de jugement. Après, on a dans les actes de jugement, évidemment, que les affaires qui ont été jugées par définition. Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup, en réalité c'est assez diffus. Alors question 3, alors là c'est particulier, c'est sur le tableau Louis XIV roi de guerre qui est assez connu, alors un peu moins connu que le portrait qu'on voit tout le temps de Louis XIV, de Hyacinthe Rigaud. Celui-là il est un peu moins connu mais il est quand même très intéressant.
Alors, on peut d'abord présenter le document, faire une analyse ensuite du tableau. Ça, je vous renvoie parce j'ai pas beaucoup de temps sur la vidéo, mais vous avez l'analyse détaillée sur le site L'Histoire Images. Donc, je vous ai mis le lien sur le cours et ici, parce que c'est un tableau qui vaut vraiment la peine qu'on rentre dans le détail. Et donc, pour conclure, le paragraphe B, page 154, qui reprend en fait des éléments, hein. Le règne de Louis XIV est marqué par la guerre, contribuant à la mise en scène de la puissance du roi, notamment lors de la célébration de ses victoires. Elle permet aussi de soumettre la noblesse, car l'armée, réorganisée par Louvois, est soumise à une stricte discipline. La guerre contribue aussi à la défense du territoire et à la fortification des lignes. Enfin, grand C, le contrôle de l'économie du royaume. Alors, dernier PPO, celui sur Colbert et la politique maritime de la France. Donc là, on revient un petit peu plus loin, page 166. Colbert, c'est le contrôleur général des finances de Louis XIV, qui est entré au service de Louis XIV au début de son règne personnel et qui est très doué pour rétablir les finances royales. Donc, il reste un bon moment. Et donc, à partir du dossier page 166 et puis du paragraphe 2, page 155, donc il faut revenir aussi un petit peu en arrière, je vous demandais de réaliser une carte mentale, un schéma, tout simplement, sur le fonctionnement du mercantilisme. Parce qu'il faut savoir aussi ce que c'est que le mercantilisme et tout ça, donc il faut bien regarder les définitions, lire les leçons, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous fassiez un peu en autonomie. Donc Jean-Baptiste Colbert a joué un rôle essentiel au service de Louis XIV, je vous disais en tant que contrôleur général des finances et secrétaire d'État à la marine. La politique mercantiliste qu'il initie permet à la France de devenir une des plus grandes puissances maritimes et coloniales d'Europe. Alors, schéma. Paragraphe page 155 déjà, qui nous permet de mieux définir ce qu'est le mercantilisme et puis de savoir aussi que ça repose sur la fondation de manufactures, donc d'usines, hein, d'industrie, la naissance de compagnies commerciales aussi qui font le commerce avec les colonies. C'est la grande période du commerce triangulaire, hein, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça suppose aussi le développement des colonies, notamment en Amérique, les îles à sucre, hein, par exemple la Guadeloupe et la Martinique, l'économie de plantation, et qui est fondée sur la traite négrière. Donc, c'est des choses qui sont vraiment mises en place à ce moment-là. Alors, l'idée, c'est de rendre l'État riche pour augmenter la puissance royale dans le pays par rapport aux pays concurrents. Développer l'industrie, donc, et le commerce extérieur par des actions d'État. Développer les manufactures royales de produits de qualité pour stimuler l'exportation. Taxer les importations, donc il s'agit aussi de créer des taxes pour améliorer les finances, favoriser les produits nationaux. Développer le commerce maritime, la colonisation, donc on parlait du commerce triangulaire, la traite, la compagnie des Indes orientales et occidentales. Développer la marine de guerre pour protéger le commerce maritime et favoriser la colonisation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mercantilisme. Donc c'est un petit peu rapide comme ça, mais c'est important de bien comprendre ce que c'est. Donc vous avez les documents qui permettent aussi de revenir un petit peu plus précisément sur, par exemple, la fondation de la Compagnie des Indes orientales, qui a joué un rôle important dans le commerce colonial, hein. Donc vous avez aussi une carte sur le document 4. Donc, pour faire un bilan rapide, le mercantilisme est une politique économique faisant du commerce l'instrument de la puissance d'un État. C'est ce qu'on appelle aussi le colbertisme sous Louis XIV. Il s'agit pour Colbert de faire affluer les métaux précieux dans le royaume, notamment en favorisant le commerce maritime. Ça le conduit à créer des compagnies, donc des entreprises coloniales, ayant le monopole du commerce en Asie orientale, dans l'océan Indien. Ce que vous avez sur ces documents. Et ces compagnies, donc vous avez la compagnie des Indes de l'Asie orientale et la compagnie du Levant. Elles sont chargées de développer le commerce, la marine française, de répandre la culture et la religion. Ça suppose le développement des colonies, du commerce triangulaire qui s'appuie sur la traite négrière. Le colbertisme a permis de développer le commerce maritime, a contribué à forger l'État moderne. Voilà pour ce grand 3.